Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Les autorités soudanaises et les diplomaties étrangères condamnent l'attaque. Abdallah Hamdok, le Premier ministre soudanais, a échappé lundi à un attentat à la bombe dans la capitale Khartoum. Aucun bilan précis pour l'instant, mais les autorités déclarent que le Premier ministre n'a pas été touché. La recevabilité de l'affaire Saif al-Islam Kadhafi confirmée par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Le fils de l'ancien guide libyen tombé en 2011 fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. La République démocratique du Congo se dirige-t-elle vers la fin de l'épidémie d'Ebola? L'épidémie a fait plus de 2000 morts depuis 2018. Aucun cas n'a été enregistré ces derniers jours. Un compte à rebours de 42 jours a commencé le 2 mars pour déclarer la fin de la deuxième vague de l'épidémie. L'attaque est qualifiée de terroriste au Soudan. Le convoi du Premier ministre de transition Abdallah Hamdok a été visé par une explosion et des tirs automatiques à Khartoum ce lundi 9 mars dans la matinée. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le chef du gouvernement a pu y échapper indemne. Pour les autorités soudanaises, cette attaque n'est plus ni moins qu'une tentative visant à faire échouer le processus politique en cours depuis la fin du régime de l'ancien président Omar el-Béchir. Kamash Katapouli. Des cris de joie retentissent dans les rues de Khartoum. Les Soudanais célèbrent en quelque sorte une victoire. Leur Premier ministre, Abdallah Hamdok, a échappé à une attaque terroriste à la bombe dans la capitale ce lundi 9 mars. Une attaque qualifiée de terroriste par le Conseil des ministres. Pour le moment, l'attentat qui n'a fait aucun mort n'a pas été revendiqué. Le Premier ministre n'a pas été touché par l'attaque. Parmi les membres du protocole qui accompagnaient M. Hamdok, seul membre de son entourage a été légèrement blessé à l'épaule. Le Premier ministre est retourné à ses fonctions dans son bureau. Les autorités ont commencé leur enquête. Selon le Conseil des ministres du Soudan, l'assaut était destiné à perturber le processus électoral. Un processus enclenché dans le pays depuis la signature de l'accord de transition le 17 août 2019. Depuis son investiture le 21 août 2019, Abdallah Hamdok dirige un gouvernement de transition. À ses côtés se trouve un conseil souverain composé de 11 membres. Ensemble, ils doivent mener une transition de 3 ans pour aboutir à des élections libres. Nous ferons face avec détermination à la menace d'attaque terroriste. C'est la révolution soudanaise qui a été touchée par cette attaque. Mais nous ferons en sorte que la transition poursuive sa marche. Depuis son investiture, le Premier ministre Abdallah Hamdok a un défi majeur, réformer un système politique hérité de l'ancien président Omar el-Béchir. Des réformes ont été entreprises, notamment pour relancer l'économie du pays. Abdallah Hamdok s'active également à négocier un accord de paix avec des mouvements rebelles de l'ouest et du sud du Soudan. La Cour pénale internationale confirme la recevabilité de l'affaire à l'encontre de Saif al-Islam Kadhafi. Cela s'est fait à l'unanimité au sein de la chambre d'appel de la CPI qui a donc rejeté l'appel de la défense du fils de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi. Saif al-Islam Kadhafi qui fait notamment l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes contre l'humanité. Aïssatou Diamanka Besland. Un juge de la chambre d'appel de la Cour pénale internationale de La Haye a confirmé ce lundi 9 mars la recevabilité de l'affaire contre Saif al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi, devant la Cour, et a rejeté son appel contre la décision de la chambre préliminaire, rejetant sa contestation de la recevabilité de l'affaire. Pour rappel, un mandat d'arrêt à l'encontre de Saif al-Islam Kadhafi a été délivré le 27 juin 2011 pour des crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Libye du 15 jusqu'au 28 février 2011 au moins à travers l'appareil d'État libyen et les forces de sécurité. L'affaire concernait également des charges contre son feu père Muammar Kadhafi et Abdullah al-Senussi. L'affaire à l'encontre d'Abdullah al-Senussi a été déclarée irrecevable le 11 octobre 2013 et celle contre Muammar Kadhafi a été close le 22 novembre 2011 à la suite de son décès. La chambre préliminaire a considéré que le procès de M. Kadhafi en Libye n'était pas définitif pour les deux raisons que j'ai évoquées plus haut. Premièrement, que M. Kadhafi a été jugé en son absence, c'est-à-dire que son procès pourrait devoir être refait à l'avenir. Et deuxièmement,
que sa condamnation à la peine de mort n'a pas fait l'objet d'un réexamen par la Cour de cassation. Le résumé de la décision de la Chambre préliminaire est le suivant. Tant qu'un jugement en Libye n'est pas définitif pour l'une ou les deux raisons évoquées ci-dessous, l'affaire de M. Kadhafi peut toujours être poursuivie à la CPI. Donc, l'affaire n'est pas non recevable, et j'utilise là une double négation. Par conséquent, la contestation en recevabilité de M. Kadhafi est écartée. En effet, selon le statut de Rome dont la Libye est signataire, la décision rendue par une juridiction nationale doit être définitive avant qu'une affaire puisse être déclarée irrecevable. Le 31 mai 2013, la Chambre préliminaire a rejeté cette contestation de recevabilité. Cette décision a ensuite été confirmée par la Chambre d'appel le 21 mai 2014. Malgré tout, M. Kadhafi n'a toujours pas été transféré à la CPI. La Chambre préliminaire n'avait donc pas commis d'erreur en concluant que le jugement libyen du 28 juillet 2015 contre Saïf al-Islam Kadhafi était rendu par contumace. Ainsi, en vertu de la loi libyenne, l'arrêt du tribunal de Tripoli ne peut être considéré comme définitif. En attendant l'arrestation de Saïf al-Islam Kadhafi et son transfèrement au siège de la Cour à La Haye, l'affaire reste donc au stade préliminaire. Les commentaires de Corinne Camdem. Quelques semaines après que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta ait émis sa volonté de vouloir engager des discussions avec certains chefs de groupes terroristes, le GSIM, groupe dirigé par Iyad Aghali, dit être d'accord pour engager des négociations avec le gouvernement, mais le groupe conditionne sa participation au départ du territoire malien des forces militaires françaises et celle de l'ONU. Ange Bijou-Nomenyo. Les terroristes se disent prêts à négocier avec l'État malien. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans l'a fait savoir dans un communiqué rendu public. Aucun préalable n'est posé pour mener les discussions, si ce n'est le retrait des troupes françaises de l'opération Barkhane. Pour moi, c'est juste une base de discussion. Sinon, l'État malien a placé les balises dès le départ. Pas de négociation sur la forme républicaine de l'État, pas de négociation sur la laïcité. Et naturellement, on ne peut pas accepter le retrait des forces étrangères. Mais ils sont vraiment libres de dire ce qu'ils veulent. Mais en l'état actuel, le Mali n'a pas le choix. Le Mali ne peut pas s'offrir le luxe de voir la France se retirer. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans se pose dans une démarche d'ouverture. Sa volonté manifeste serait de mettre fin à ce conflit sanguinaire qui a duré plus de 7 ans. Il demande également à ce que le gouvernement mette fin à la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Vous savez, il y a eu des négociations secrètes qui ont donné des résultats. Nous avons au Sahel des terroristes qui ont la plus grande espérance de vie, n'est-ce pas? Depuis 10 ans qu'ils sont là, on n'est pas parvenu à les neutraliser, contrairement à d'autres cieux où au bout de 5 ans, ils disparaissent. Et puis, c'est pas une première. C'est-à-dire, je pense que ce qui a effarouché les Occidentaux, les Français, c'est surtout le simple fait d'avoir dit on négocie, mais on n'a pas le choix. La démarche du groupe de soutien est jusque-là inédite. Depuis près d'1 an, le groupe terroriste perd du terrain face à la montée des forces françaises Barkhane et du G5 Sahel. Peut-être la fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Cela fait maintenant plus de 2 semaines qu'aucun cas de la maladie n'a été signalé. Mais l'épidémie déclarée le 1er août 2018 à l'est du pays ne sera officiellement terminée qu'après 42 jours sans aucun nouveau cas enregistré, précise l'Organisation mondiale de la santé. Reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. 21 jours sans un seul nouveau cas de virus Ebola en République démocratique du Congo. Les 11 derniers malades guéris de ces virus quittent l'hôpital ce mardi 10 mars 2020. La nouvelle a été livrée par le docteur Jean-Jacques Muyembe au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 9 mars 2020 à Kinshasa. Et nous allons suivre cette surveillance jusqu'à la date que nous allons fixer pour déclarer, n'est-ce pas, la fin de l'épidémie. Donc nous croisons les doigts pour que d'ici là, il n'y ait pas
d'incidents sécuritaires. Cette épidémie a enregistré 2344 cas, dont 2264 décès. La molécule thérapeutique mise en place par le docteur Jean-Jacques Muyembe pour lutter contre cette maladie a donné des résultats probants et a pu limiter les dégâts. La létalité générale est de 64%. Mais la létalité parmi les malades qui ont fréquenté les centres de traitement, cette létalité est relativement faible, soit 32%, grâce aux molécules que nous avions donc introduites dans la riposte. La République démocratique du Congo est en voie de déclarer la fin de l'épidémie à virus Ebola, la pire que le pays ait connue. Selon le coordonnateur du comité de riposte contre cette maladie, une période de 42 jours doit être observée pour que le pays soit déclaré libre du virus Ebola. Il y a un an, jour pour jour, le 10 mars 2019, un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi s'est écrasé dans un champ au sud-est d'Addis Abeba, tuant les 157 passagers et membres d'équipage. L'enquête éthiopienne a conclu à la responsabilité de l'avionneur américain. Et ce 10 mars, un hommage a été rendu aux victimes. Voyez ce sujet qui nous a été préparé par Gladys Mwamba. 10 mars 2019, 10 mars 2020, voilà un an, jour pour jour, que le vol 302 effectué par un avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines s'écrasait dans un champ au sud-est de la capitale Addis Abeba, 6 minutes après son décollage. Parmi les 157 victimes disparues, Jared Babou et sa femme Merci, qui ont laissé derrière eux une fille. Les grands-parents, désormais tuteurs de l'enfant, ont décidé de perpétuer le travail de leur défunt fils en poursuivant son programme de leadership entamé auprès des jeunes étudiants. Nous avons senti qu'en poursuivant ce programme, nous pourrions en assurer la réussite, au-delà de ce que lui-même imaginait. Cette action serait un véritable hommage et un mémorial vivant pour notre fils Jared. Ce drame a entraîné l'immobilisation au sol des modèles 737 MAX dans le monde entier, la pire crise de l'histoire de Boeing. Mais pour les parents de Jared, cet incident aurait pu être évité en tirant des leçons du crash du même modèle d'avion qui avait tué 189 personnes en Indonésie en 2018. Ils ont fait face à leur mort prématurément parce que quelqu'un a pris les mauvaises décisions. Quelqu'un a pris la décision de vouloir gagner de l'argent sur la vie des gens et les risques ne leur importaient absolument pas tant que leur but et leurs objectifs étaient atteints. Des explications sur ce drame sont toujours attendues face à cette défaillance survenue dans l'une des plus sûres compagnies aériennes d'Afrique. À ce stade, l'enquête pointe du doigt la responsabilité du constructeur américain Boeing. L'avionneur a décaissé plus de 87 millions d'euros pour dédommager les familles touchées par la catastrophe. L'Afrique et l'Union européenne souhaitent mettre en place un nouveau cadre de coopération dans les domaines notamment de la transition écologique, de l'emploi des jeunes ou encore de la transition numérique. Voilà en substance ce qui ressort de la rencontre entre le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Tous deux souhaitent donc renouveler le partenariat entre les deux continents. Philomène Tine. Une stratégie avec l'Afrique et non pas pour l'Afrique. Ainsi, le partenariat Afrique-Union européenne doit être repensé à travers un plan stratégique et multiforme. Tels sont les engagements émanant des autorités des deux continents. Les désengagements devraient surtout mettre un terme à l'aide au développement en faveur de l'Afrique et donner naissance à une dynamique de programmes de coopération. Les pays africains ont besoin de réajuster, voir leur coopération avec l'extérieur. Mais lorsque je prends de façon globale, l'Afrique n'est qu'en train de coopérer et non pas de défendre ses propres intérêts. Comment peut-on dire que l'Afrique doit fournir à l'Europe ce dont elle a besoin et ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'importer le chômage, la misère, le terrorisme. Donc, il y a un déséquilibre. La Commission européenne envisage inscrire le continent dans ses priorités et mieux se positionner. Elle présente des domaines prioritaires de coopération comme l'emploi des jeunes et des femmes, la migration, la sécurité et le numérique, un secteur qui fait accéder quelques 20 millions de jeunes africains chaque année au marché de l'emploi. Tout ce qu'on peut dire de coopération, de développement, l'Afrique a suffisamment les
moyens de son développement, sans même faire appel à ces pays. Ce sont les autres pays qui ont besoin de nous et non pas nous d'abord. Mais l'Afrique n'est pas suffisamment organisée. Prenons les choses point par point. Quand on coopère, c'est une question de rapport de force. Et tous ces enjeux doivent être des enjeux d'abord qui nous concernent. Environ 20 milliards d'euros par an de l'Union européenne et de ses États membres sont dédiés à des programmes mis en œuvre sur le continent africain. Près de 20% de ce montant est géré par la Commission européenne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.